Quand en 1910 Freud publie un souvenir d'enfance de Léonard de Vinci, cela fait en réalité plus de 10 ans qu'il a commencé à interroger l'œuvre et la personne de l'artiste. Son analyse, passionnante, se fonde sur ce que je considère comme le plus beau tableau de Léonard, le plus beau car le plus troublant et le plus fascinant, la Vierge, l'Enfant Jésus et Sainte Anne, visible au Louvre, et sur un fabuleux carton visible à Londres, la Vierge avec l'Enfant Jésus, Sainte Anne et Saint Jean-Baptiste, qui a peut-être servi de dessin préparatoire au précédent. Comme toujours chez Freud, la démonstration est extrêmement bien étayée et audacieuse. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de polémiques houleuses et de thèses contradictoires que cet essai a généré. Après une courte préface dans laquelle il reprend curieusement 2 vers d'un poème de Schiller dédié à Jeanne d'Arc, « Le monde aime à noircir ce qui rayonne et à traîner le sublime dans la poussière », Freud développe 6 chapitres consacrés, le premier à l'opposition chez Vinci de la pulsion créatrice et de la raison scientifique, le second à l'interprétation fantasmatique d'une image cachée dans l'image, c'est là qu'intervient notre tableau du Louvre et nous allons bien sûr y revenir, le troisième à la particularité homosexuelle de Léonard, le quatrième au souvenir rémanent de la mère, dont on peut retrouver le sourire dans les plus beaux visages peints par Vinci, de Sainte Anne à la Joconde, en passant par Jean-Baptiste, le cinquième à l'opposition au père, par laquelle on peut expliquer l'insatiable curiosité du fils, le sixième enfin au rôle du hasard dans l'élaboration d'une œuvre susceptible de franchir les siècles. Pourtant, faites le test autour de vous si vous avez des amis qui ont lu un souvenir d'enfance, ils feront automatiquement référence au chapitre 2, comme s'ils résumaient le livre à lui seul. Ou plutôt comme s'ils ne se souvenaient que de celui-là. La théorie, ou la fantaisie, comme vous voudrez, de l'image cachée dans l'image, se fonde sur les carnets de Léonard de Vinci. Il semble, y écrit celui-ci, qu'il m'était déjà assigné auparavant de m'intéresser aussi fondamentalement au vautour, car il me vient à l'esprit comme tout premier souvenir qu'étant encore au berceau, un vautour est descendu jusqu'à moi, m'a ouvert la bouche de sa queue et à plusieurs reprises a heurté mes lèvres de cette même queue. Et justement, Oskar Pfister, l'un des fondateurs de la Société suisse de psychanalyse, avec lequel Freud entretient une correspondance suivie, fait une découverte extraordinaire. Un vautour est dissimulé dans le drapé un peu extravagant de la Vierge, identifiable à son bec recourbé. Il n'en faut pas plus à Sigmund Freud pour entreprendre enfin la lecture psychanalytique de Vinci à laquelle il aspire depuis des années, même si le tableau dégorge de symboles, fécondité de Marie, infécondité d'Anne, agneau du sacrifice, eau du baptême ou encore destinée tragique de Jésus. Associant le vautour à la figure maternelle, le fondateur de la psychanalyse estime que Léonard est devenu homosexuel ou abstinent sexuel, car les avis divergent sur ce point, après la conversion de sa sexualité inachevée ou infantile en une pulsion frénétique de savoir, qui est le génie même de Léonard de Vinci. Parmi les accusateurs de Freud, beaucoup ont argué d'une traduction erronée du mot vautour, le texte original de Léonard se traduisant en réalité par Milan, oiseau de proie dont le bec ressemble davantage à celui d'un épervier. Mais le peintre que je suis pose la question. Si Léonard a placé cet oiseau dans son tableau de manière inconsciente, alors nous avons affaire à un dessin d'enfant, et il n'y a donc aucune raison pour que le bec de cet oiseau soit réaliste.